TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Alors je compte sur vous. Chers téléspectateurs, bonjour. Pour notre Zoom du jour, nous allons au cinéma et plus précisément, nous menons l'enquête autour du film policier avec Philippe-Henri Rambaud. Philippe-Henri Rambaud, bonjour. Bonjour, Renaud Bourleuf. Alors Philippe-Henri Rambaud, vous êtes un passionné de cinéma qui collaborait à différentes revues. Vous êtes aussi le créateur d'un blog intitulé le filmpolicier.fr. Exactement. Et aujourd'hui, vous nous présentez les 100 films policiers français à voir absolument. C'est aux éditions Mareuil Éditions. Alors, c'est plus de 90 ans de films. On commence avec La tête d'un homme de Julien Duvivier en 1933, où Harry Bohr joue le commissaire Maigret. Et ça va jusqu'à nos jours, jusqu'en 2023, avec Anatomie d'une chute, le film qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Des films très variés. On passe de la comédie, comme Les Tontons Flingueurs, à la noirceur d'une tragédie, comme Le jour se lève. C'est tellement prolifique qu'on se dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un film policier, finalement ? Dur de donner une définition, n'est-ce pas ? Oui, le film policier, c'est vraiment... il faut, derrière tout bon film policier, de toute façon, il y a un crime. Voilà, il y a un crime, il y a la plupart du temps une enquête, mais pas forcément. Mais en tout cas, le crime est vraiment le nœud principal du film policier. Voilà. C'est vraiment ça, la base. Et après, de là se déroule une enquête. Le crime peut être la conclusion, le crime peut être au début, peut être pendant, peut être au milieu. Mais vraiment, voilà, le nœud principal, c'est le crime. Voilà, ça peut être la truanderie comme dans Les Tontons Flingueurs. Exactement. Ça peut être le meurtre à proprement parler comme dans L'Assassin au Hôpital 21 ou dans Peur sur la ville. Vous dites aussi que le film policier, ça se prête un peu au mélange des genres. Ça peut être drôle, ça peut être triste. On le voit par exemple avec Peur sur la ville qui est à la fois tendu, à la fois spectaculaire, parfois drôle, parfois triste. Exactement, oui, c'est vrai que le film de genre, le film policier, en tout cas ce film avec ce genre particulier, après, une fois que vous avez le canevas, derrière vous avez toute une liberté de pouvoir brosser plusieurs thèmes, d'aborder avec différents styles. Effectivement, on le voit dans Peur sur la ville, on voit effectivement où on sent, alors les dialogues étaient signés Francis Weber, mais on sent qu'effectivement qu'il y a parfois une certaine légèreté. Belmondo était aussi cet acteur capable de pouvoir passer un peu du rire aux larmes en une fraction de seconde. Il avait cette capacité-là. Et oui, le film policier français, dans sa diversité, a suscité à la fois des parodies, a suscité aussi des parodies assez grinçantes. Alors les parodies, on pense tous au Tonton Flingueur, bien évidemment, mais il y a un film qui, 2 ans plus tard, s'appelle La Métamorphose des cloportes, qui est un film aussi parodique, mais un peu plus grinçant. On est vraiment dans l'humour noir. Et puis il y a des films assez tragiques, assez très durs même. Je pense à Série Noire d'Alain Corneau, ou Le Choix des armes, qui est un très beau film. Ou Le vent se lève, comme vous avez évidemment bien cité. Le jour se lève plutôt. Oui, voilà, Le jour se lève. Le vent se lève, oui, c'est un film un peu plus récent. C'est Le jour se lève avec Jean Gabin et Arletty. Alors justement, puisqu'on parle de Jean Gabin, ce cinéma policier est représenté par des acteurs emblématiques. D'ailleurs, on le voit tout de suite sur la couverture, Delon, Gabin, Belmondo, Ventura, on voit aussi Daniel Auteuil.
il y a vraiment quelques figures vraiment du cinéma policier français. Oui, on peut dire que c'est un cinéma un peu de gueule, quoi, de grande gueule, de belle gueule, de grands acteurs. Alors effectivement, ouais, Gabin, quand on pense, voilà, vous questionnez quelqu'un un peu dans la rue, vous lui parlez du polar français, très rapidement, ces acteurs-là vont arriver sur le devant de la scène. Et Gabin en plus a eu cette particularité, c'est qu'il a été dans des rôles de grandes figures, un peu avant-guerre, de figures romantiques, dans Pépé le Mocco, voilà, ou dans Le jour se lève. Et puis après, après la guerre, ce passage à vide, et puis il est revenu avec Touchez pas au Grisby, pour après devenir un peu le Gabin qu'on connaît, plus posé, plus lourd, voilà, mais un Gabin très puissant et qui a joué dans tous les registres et qui a été par exemple la figure du commissaire Maigret notamment, ou dans le Clan des Siciliens où il joue le parrain. Et alors, ce sont des acteurs et ce sont aussi des réalisateurs. Vous citez par exemple Jean-Pierre Melville comme une des grandes références ou la grande référence. C'est même une référence mondiale, parce qu'on le sait peu, mais il a aussi été un maître pour le chinois John Woo, pour l'américain Martin Scorsese. Il y a vraiment ce cinéma policier français a acquis un prestige mondial à cette époque. Oui, parce qu'en plus Melville avait cette particularité, c'est qu'il était extrêmement influencé par le cinéma américain. Mais tout en faisant, ça a été des rares finalement à réaliser une sorte de symbiose parfaite entre ses influences hollywoodiennes et en même temps le cinéma français. Parce que Melville, donc, il a donné quelque chose d'assez unique. J'aime bien que c'est un peu un ovni dans le cinéma parce que avec ses peu de paroles, peu de gestes, il disait qu'il voulait faire du noir et blanc en couleur. C'était un peu sa définition. Avec le samouraï. Le samouraï, le cercle rouge, qui est très désaturé en lumière et où il y a peu de mots. Et donc Melville avait cette particularité-là qui a énormément influencé effectivement le cinéma outre-Atlantique. Et John Woo notamment aussi. Ouais. Alors, toute cette période, celle de Jean Gabin, d'Alain Delon, de Jean-Pierre Melville, c'est un âge d'or de ce cinéma policier, vous le dites, c'est un âge d'or qui va des années 50 jusqu'aux années 70, grosso modo. C'est-à-dire que oui, alors en fait, en faisant cette sélection, sans chercher à mettre en avant plus une période que l'autre, on prend les films, on choisit les films, qui ont marqué, et on s'aperçoit finalement, au bout du compte, que 50% des films qui sont présents dans ce livre, ce sont ces 3 décennies, ces années 50, 60, 70. C'était un âge d'or, c'était un âge où vraiment il y avait énormément de monde qui allait au cinéma, et que les producteurs savaient que le genre policier portait énormément. On se déplaçait pour aller voir le dernier Gabin, le dernier Belmondo, le dernier Delon, et vraiment, en plus, c'était des acteurs qui aimaient ce genre-là, alimenté beaucoup par à la fois, alors il y a eu Simenon, puis après par la série noire. Quand on avait aussi comme scénariste quelqu'un comme Audiard aimait beaucoup scénariser des polars. Donc il y avait tout ça qui faisait que le succès était au rendez-vous. Comme le succès était au rendez-vous, les producteurs étaient forcément à fond pour mettre en place des bons policiers. Alors, tout cet âge, en fait, vous le faites un peu vivre dans votre livre de façon très concrète, puisque pour chaque film, chacun de ces 100 films, vous donnez à chaque fois le point de départ, c'est-à-dire poser l'intrigue, poser vraiment les premières images du film. Voilà. Vous faites attention à ne pas trop divulgacher d'informations, ne pas spoiler, comme on dit dans un langage anglo-saxon. Oui, parce que j'ai une certaine tendance, moi, quand on me raconte un film... Surtout dans des films comme Maigret, l'affaire Saint-Fiacre, un chef-d'œuvre méconnu, on ne veut pas connaître l'identité du meurtrier tout de suite, en effet. Hein. On a envie de garder la surprise à la fin. Donc ça, c'est la première partie. Une deuxième partie, c'est sur le film. Alors, vous racontez les coulisses, en fait, souvent du tournage. Par exemple, comment Jean Gabin et Lino Ventura ont fait connaissance sur le tournage de Touchez pas au Grisby. C'est le début d'une longue amitié, d'une longue collaboration sur de nombreux films. Vous racontez aussi comment Alain Delon s'est imposé sur les tournages de Plein Soleil ou de Mélodie en sous-sol, des longs métrages qui ont changé ensuite sa carrière. On sent que vous avez eu envie vraiment de rendre vivante vraiment cette période, de raconter un peu tous les coulisses. Ouais. Voilà. C'est vraiment ce que je trouve moi fascinant en fait, c'est que derrière, effectivement, il y a ce point de départ où l'idée est vraiment de donner l'eau à la bouche, quoi. C'est vraiment juste de donner les premières minutes telles qu'elles se déroulent à l'écran, donc pour donner envie au lecteur en tout cas de devenir un spectateur du film. Et puis après voilà, sur le film, c'est vraiment l'idée, c'est de raconter comment ça s'est construit. Et c'est toujours, je trouve, très intéressant de voir que des films qui sont des chefs-d'œuvre
ont été faits parfois avec des briques et des brocs. L'acteur qui était prédestiné pour le faire, en tout cas, finalement, ça a été un autre acteur. Toutes ces histoires qui font que un peu de rebondissement en rebondissement, on est arrivé à des films qui, après, ont marqué des générations. Et je trouve ça toujours intéressant, toujours amusant, parce qu'en plus, c'est des grands caractères. Donc, c'est extrêmement vivant. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas, rendre dans le livre. Et après, à chaque fois, pour chaque film, un peu toute la partie technique, l'envers du décor, qui est un peu la fiche technique, avec des informations précises, le nom du metteur en scène, des scénaristes ou du scénariste, le casting, bien sûr, et puis aussi le succès qu'a pu avoir le film, le nombre d'entrées en salle. Toujours intéressant de savoir ça. Parfois, des films qui ont pu avoir un certain succès à une époque, être oubliés, d'autres avoir peu de succès, être redécouverts après au fur et à mesure des années. Oui, c'est vrai que le nombre d'entrées en salle est toujours intéressant. On voit d'ailleurs on voit des chiffres qui sont absolument incroyables. Dans les années 50, les films faisaient régulièrement plus de 3 millions, 4 millions d'entrées. Et en fait, aujourd'hui, un film qui dépasse les 500 000, 600 000 entrées est déjà bien, en fait. Donc, on voit que l'affluence, le cinéma est un art qui malheureusement, beaucoup de gens vont beaucoup moins au cinéma. Et puis surtout, effectivement, c'est de voir que des films qui n'ont pas eu ou peu eu de succès à leur époque. Je pense notamment, par exemple, un film qui est assez oublié, mais que je trouve vraiment intéressant, s'appelle Le bar du téléphone, de Claude Barrois, qui est un film qui est un peu une sorte de cheville ouvrière entre une sorte d'hommage au polar de Melville et qui se déroule dans le début des années 80. Et qui est vraiment absolument formidable. J'essaie aussi de mettre en avant des films qui, alors en plus, souvent sont restaurés récemment, donc c'est aussi l'occasion, parce qu'il y a de gros travail de certains studios pour restaurer ces films, pour les remettre un peu au goût du jour. Voilà, je pense à Un si joli village avec Victor Lanoux, Jean Carmet, qui est un super film et qui est passé un peu sous silence pendant quelques années, et puis là qui revient un peu sur le devant. Et donc c'est bien, voilà, c'est un peu aussi cette idée. Oui, c'est ça, parce que ce que vous dites, on trouve les immenses classiques, les incontournables, et puis les chefs-d'œuvre moins connus, Gloire passée, qui est une sorte de réhabilité. Ce serait quoi, selon vous, les films les plus sous-cotés, vraiment les films les plus oubliés? Ah oui, il y a vraiment à redécouvrir, justement, alors à voir absolument, comme vous le dites sur votre titre. À voir absolument. Je pense à un film, un des premiers films, le film de Jacques Deray, qui s'appelle Symphonie pour un massacre, avec Jean Rochefort, que vraiment j'invite à voir, parce que déjà, on voit Jean Rochefort dans un contre-emploi total, qui est qui est une sorte de mécanique très brillante. Pareil que Compartiment tueur, qui est un peu plus connu, mais pareil, ce sont des films... Les films de Costa Gavras. Exactement. Et qui sont vraiment des films brillants, je trouve, dans leur construction. On est vraiment dans le divertissement pur, mais c'est extrêmement bien fait. Effectivement, j'ai cité un si joli village. Et après, moi, j'ai une vraie tendresse pour La métamorphose des cloportes, qui est un film qui est sorti 2 ans après les Tontons Flingueurs, qui n'a pas eu de succès. Pourquoi ? Parce que le Tonton Flingueur était dans le genre parodique, qui était un peu une sorte d'apothéose, et que les gens ont eu l'impression de voir un Tonton Flingueur bis. Mais il est très grinçant, il est très drôle. Ventura est exceptionnel. Il y a Aznavour, il y a Pierre Brasseur. Donc, c'est une distribution qui est absolument géniale. Et pareil, dialogué par Audiard. Donc, une pépite qui, là, pour le coup, mériterait une vraie restauration. Alors, tout ça, donc, c'est tout cet âge d'or, comme on l'a dit, ça va des années 50 aux années 70. Et après, à partir des années 80 et surtout des années 90, le genre décline. Alors, comment expliquer ça ? C'est qu'il y a la concurrence de la télévision avec... c'est le début des Julie Lescaut, des Navarro, des commissaires Moulin, enfin, qui étaient déjà depuis la fin des années 70. Et puis peut-être aussi un filon qui est épuisé, le fait que ces fameuses grandes gueules disparaissent. Jean Gabin n'est plus là, Delon et Belmondo commencent à se répéter un peu, ces fameux polars qui étaient un peu répétitifs, redondants. Oui, là, je pense que dans les années 80, on voit en fait... on a en fait effectivement des gloires passées ça commence à décliner. Je pense que des films comme Le Solitaire de... Oui, Belmondo, le film Le Solitaire de Jacques Deray aura un petit succès, et Jean-Paul Belmondo dira lui-même c'était le polar de trop, j'en avais assez, et le public aussi.
Voilà. Bon résumé, je pense. Oui, voilà, Delon, pareil, le battant avec Delon n'est pas non plus vraiment pas exceptionnel. Et puis, en fait, on a derrière alors, on a quand même des films vraiment intéressants. Hein. Je pense que Claude Pantin est un film noir, policier noir, mais qui est vraiment intéressant. Un peu plus tard, on a Les Spécialistes. Hein, où là, vraiment, justement, on voit arriver la jeune génération, Lanvin, Giraudot, énormément d'action. Ça se passe dans les gorges de Verdon, le début, c'est incroyable. De beaucoup de paysages dans ce film, c'est vrai, surtout au début. C'est vraiment un super film. En plus, là aussi, dialogué par Michel Blanc, dans ce qui apporte vraiment une couleur, un peu d'humour, justement, un peu de légèreté. Mais après ça, c'est vrai que c'est un peu le désert, quoi. C'est le désert, et alors les années 90, c'est encore pire, puisqu'il se passe vraiment pas grand-chose. On a Corneau qui revient avec un polar qui est très bien, mais que j'ai mis d'ailleurs dans le livre. Hein. C'est le cousin, mais voilà, qui n'est pas à la hauteur de ses premiers films, en tout cas. Et il faudra vraiment... alors que ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aux États-Unis, pour le coup... avec Hit de Michael Mann qui est en 95, lui, il y a vraiment un essor, il y a vraiment un cinéma policier qui est extrêmement vivant. On a Martin Scorsese aussi. Et nous, en France, non. Il y a un genre qui est délaissé, les producteurs aussi ne veulent plus trop prendre de risques, et c'est finalement en 2004, 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal qui va remettre un peu le polar à la française sur le devant de la scène. Oui, après, il y a toujours quelques initiatives qui font beaucoup parler. Récemment, on a beaucoup parlé de Bac Nord aussi, qui a été énormément commenté lors de sa sortie. Puis Anatomie d'une chute a fait couler beaucoup d'encre. Gros succès, Palme d'Or à Cannes, primé aussi pour les Oscars et les Golden Globes. Quelles sont les perspectives qu'a le cinéma policier dans les années à venir? Difficile de faire les pronostics par contre, mais au vu des dernières productions. C'est vrai que quand on regarde, si on prend l'indicateur des entrées en salle, on s'aperçoit qu'effectivement, on prend Bac Nord, qui a très très bien marché en salle. La French avait plutôt bien marché en salle, hein, le film de Cédric Jiménez aussi. Enfin, Bac Nord et La French sont deux de ses films. Anatomie d'une chute a vraiment bien marché, et après il y a eu l'effet Palme d'Or à Cannes. C'est vraiment, alors là on est sur des genres totalement différents, enfin c'est policier, mais Anatomie d'une chute est plus un film de procès. On avait aussi Les Misérables qui a bien marché, donc on a quand même dans le genre des films qui arrivent à rencontrer le public. Le problème, c'est que la majeure partie des producteurs et autres ne veulent pas prendre de risques, et qui dit ne veut pas prendre de risques dit comédie, plutôt formatée, et voilà. Et c'est ça qui est difficile, c'est que malgré tout, voilà, ça reste quand même assez parcellaire. Ouais. Et je reviens aussi à la question des séries policières façon Commissaire Moulin ou Jules Lescaut. À partir des années 90, c'est un peu vers ce nouveau modèle que le public se tourne. Quelle que soit la qualité d'ailleurs. C'est ça, oui, ça fait quand même un... En fait, c'est particulier parce que on a des cinéastes français qui ont à la fois sont énormément influencés par le cinéma américain. Et par ça, peut-être parfois trop. Et ce qui fait mais reproduire le cinéma américain avec ses moyens dans le contexte français, c'est pas évident. Je trouve qu'un film comme Braqueur de Julien Leclerc, qui n'a pas du tout marché d'ailleurs, mais a réussi assez bien, même si on sent énormément l'influence de Hit, il le réussit plutôt bien. Mais oui, effectivement, le niveau global de la série policière française pendant des années, et après il y a eu quand même des tentatives intéressantes, était assez mauvais, il faut le dire. Voilà, ça n'a pas grand intérêt. Des histoires assez répétitives, très très redondantes. Très redondantes, on est vraiment dans quelque chose de... Voilà, il y a quelques initiatives intéressantes au cours des dernières années, par exemple la série Meurtre A, qui met en avant le patrimoine régional, le patrimoine local, la série Le sang de la vigne, qui est assez originale, puisque les intrigues se passent dans le milieu de la vigne et du vin. Oui, il y a eu quelques démarches originales, en fait, qui sortent un peu du lot. Il y a eu effectivement quelques séries vraiment intéressantes, mais dans ce domaine, avant ça, il y avait eu la série Braco, qui avait été aussi pareil, alors très, très dans un style Olivier Marchal, donc on n'aime pas, mais qui avait au moins le mérite de proposer quelque chose d'assez neuf, de dépoussiérer un peu le genre. C'est surtout ça, en fait, c'est de dépoussiérer un peu le genre, d'arriver à prendre un peu ces références classiques qu'on a, et puis d'en faire, et puis vraiment d'oser quelque chose, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et ça, malheureusement, les producteurs, on peut les comprendre aussi,
ont parfois un peu du mal. Après, peut-être que on s'oriente maintenant vers plus de réalisme. Peut-être que c'est moins, il y a moins de spectacles avec des acteurs dont l'aura était bien connue. Aujourd'hui, on a plus du réalisme, des scènes de meurtre assez sombres. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est moi quelque chose que je trouve assez dommage parce qu'on a de tradition là. Si on reprend un peu l'histoire justement du polar, on est vraiment dans un polar de tradition assez littéraire, avec des grandes figures, avec du style. Et effectivement, le virage a commencé d'ailleurs dans les années 80. On a voulu effectivement faire un peu de réalisme. Bob Swain, qui a réalisé La Balance, l'explique assez bien. C'est qu'il veut faire un film sur les flics, hein, et puis il va en rencontrer un lors d'une soirée. On lui en dit, il y en a un, et puis en fait, il le prend pour un gangster. En fait, lui, dans sa tête, il s'imaginait un peu le policier à la Alain Delon en costume, et puis il voit quelqu'un en basket, jean, et donc il dit que j'ai voulu transcrire ça à l'écran. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que parfois ça s'est accompagné d'une déperdition un peu, je trouve, dans l'intrigue, dans les dialogues, à vouloir trop faire de réalisme. Et on oublie surtout que le cinéma n'est pas réaliste par essence. Voilà. Le cinéma, il y a du montage, des dialogues, ce sont des figures. Si on reprend d'ailleurs même le cinéma américain avec ses grandes figures, Martin Scorsese n'est pas du tout réaliste, il ne se veut pas. Et Michael Mann n'est pas du tout réaliste. Hein. Chacun dans un style différent, mais il n'y a jamais aucun réalisme dans les figures qu'ils proposent. Voilà. Donc c'est à ça aussi, et c'est aussi en retrouvant aussi des acteurs capables d'incarner un peu ces figures, et ce qui parfois manque un peu au cinéma français. Et avec Francis Quai des Orfèvres, comme vous le disiez, c'était Daniel Auteuil et Gérard Depardieu qui a imposé une certaine prestance à l'écran. Voilà. Exactement. Là, on est vraiment dans un. Et puis Olivier Marchal le dit lui-même. Hein, il est rentré. C'est un ancien policier. Oui. Un ancien policier. Il est rentré dans la police avec le Clan des Siciliens, en regardant le Clan des Siciliens. Et il a voulu faire du cinéma en regardant Le Choix des armes d'Alain Corneau. Et donc on sent ses influences. On sent aussi son influence américaine. Il le dit lui-même. Il avait vu. On revient toujours au même, hein, mais Hit de Michael Mann, et il a voulu. Mais il est arrivé à faire une sorte justement un peu de rencontre, et il y arrive. Il y arrive, mais il convoque des vraies figures. Voilà, Daniel Auteuil, Daniel Gélin est un immense acteur. Gérard Depardieu aussi. Enfin voilà, c'est tout. C'est ça qui est vraiment assez impressionnant dans ce film. Et alors, si vous deviez, sur les 100 films policiers français qu'il faut voir, il faut du temps pour tous les voir. Peut-être que certains de nos téléspectateurs en ont déjà vu un certain nombre. Oui, mais je pense. Si vous deviez... Il y en a qui sont des figures connues, hein, les Tontons Flingueurs. Bon, je pense qui ne connaît pas les Tontons Flingueurs. Peur sur la ville, très, très connu aussi. Le Cercle Rouge, peut-être un peu moins connu du grand public, peut-être. Bon. Oui, ça reste quand même le Melville le plus connu. Le Melville le plus connu avec le samouraï. S'il fallait en retenir 5 à voir en priorité. En priorité. Alors, je prendrais... Il y a un film de Clouzot, donc je dirais L'Assassin habite au 21, qui est son premier film, qui est très vraiment une sorte de ça se passe dans une pension de famille. C'est drôle, et en même temps on sent tout de suite cette pointe un peu d'humour noir très cynique de Clouzot. Et c'est une véritable enquête, c'est très bien fait, avec Pierre Freinet, Suzy Delair, avec des sous-rôles incroyables, Jean Tissier, Noël Roquevert. Donc vraiment L'Assassin habite au 21. Et puis il y a eu Quai des Orfèvres 5 ans plus tard, qui est aussi là pour le coup un très grand classique avec Louis Jouvet. Donc vraiment L'Assassin habite un 21. Après, je prendrais Touchez pas au Grisby. Voilà. Oui, avec Jean Gabin. Jean Gabin, qui est le film un peu avec une musique que tout le monde connaît, enfin tout le monde a déjà entendu, hein, de Jean Vienner, qui est le film de la Renaissance, qui est le film de la découverte pour Ventura, qui est son premier rôle au cinéma. Donc Gabin, Ventura, il y a Paul Francoeur, il y a voilà aussi des seconds rôles, Jeanne Moreau qui joue. Qui est à ses débuts aussi. Oui, qui est à ses débuts, exactement. Dans les années 60, je prendrais... le samouraï peut-être, parce que c'est un rôle assez hypnotique d'Alain Delon. Il ne parle pas. Il fait vraiment du Delon, et c'est du Delon à son paroxysme. À son paroxysme, mais il y a quelque chose de très, assez presque poétique, hein, dans ce film, qui est vraiment un très très bon polar. Et comme je prendrais aussi Le Cercle Rouge, hein, qui est aussi avec Delon, Bourvil, qui est vraiment contre-emploi d'ailleurs. Contre-emploi total, et qui va dernier rôle ou avant-dernier ou voilà, et qui ne verra pas d'ailleurs le film sortir, et qui est très malade, on le voit, hein, d'ailleurs au visage, sur son visage à l'écran, ça
ça transpire. Puis Montand qui joue dans ce film qui est vraiment incroyable. Et puis, je prendrai aussi Garde à vue. Garde à vue, Ventura, Serrault, un huis clos absolument époustouflant. Oui, Guy Marchand en second rôle, Romy Schneider, la musique de Georges Delerue. Voilà, vraiment un vrai huis clos extrêmement, presque angoissant. Écoutez, merci Philippe-Henri Rambaud. Chers téléspectateurs, j'espère que ce Zoom vous a intéressé, que ce livre vous donnera quelques idées de films. Si vous ne savez pas, après l'avoir lu, quel DVD acheter pour les fêtes de Noël ou les anniversaires, c'est à ne plus rien y comprendre. Très bonne journée à vous et à bientôt.